c'est encore mieux. C'était un génie des associations Josh, mesdames et messieurs. Non, pas de chorégraphie, désolé. Est-ce qu'on peut baisser le son, s'il vous plaît? Merci, c'est sec. En tout cas, j'aurais bien fait un fondu, mais bon. Avant de demander à M. Robert Charlebois de monter sur scène pour répondre à vos questions, nous avons un autre invité. Il s'agit du directeur de la programmation de la Cinémathèque française, un spécialiste du cinéma italien, du cinéma bis, du cinéma italien bis, M. Jean-François Roger. J'oublie, est responsable de l'importation de cette copie à Montréal. Nous sommes très heureux de collaborer avec nous, avec cette institution de prestige. Merci. Copie qui vient des collections de la Cinémathèque française. La Cinémathèque française, c'est un peu le Louvre du cinéma, et donc, comme tous les musées, elle a des collections de films, et c'est grâce donc au fait que quelqu'un a eu la bonne idée de déposer cette copie 35 mm à la Cinémathèque française qu'on peut le voir dans les conditions qui étaient celles du film d'origine. Voilà, ce n'est pas une copie numérique, c'est de la vraie pellicule. Voilà. On peut dire quelques mots sur le film avant de discuter avec Robert Charlebois. C'est un film dont le producteur est plus célèbre que le réalisateur, quoique le réalisateur ait une certaine renommée. Le film est signé Damiano Damiani, qui est un cinéaste italien, qui a fait beaucoup de films, mais qui n'a fait que 2 westerns, et c'est son deuxième western. Le premier est un film qui s'appelle Quien Sabe, en version originale, A Bullet for the General, le titre anglais, qui est un western politique. C'est un cinéaste qui est très obsédé par les sujets politiques. Et il a réalisé donc Un génie, 2 associés, une cloche pour un producteur qui est Sergio Leone. Voilà, le film a été produit par Sergio Leone. Un an auparavant, on avait vu Mon nom est personne, My name is nobody, qui était aussi une production de Sergio Leone, mais qui n'était pas réalisée par lui, mais par Tonino Valeri. Donc, Un génie, 2 associés, une cloche, production de Sergio Leone. À l'origine, alors ce qu'on sait, c'est que en fait, Sergio Leone voulait faire un film picaresque, une comédie d'ailleurs. C'est une comédie, c'est un film assez drôle. Mais il avait envie de faire les valseuses en western. Vous savez, le film de Bertrand Blier avec Patrick Devers, Gérard Depardieu et Miu Miu avait eu un grand succès 2 ans auparavant. Et il avait impressionné Léon, il s'était dit, je veux reprendre ces acteurs et puis refaire une version des valseuses, mais en western. Ça s'est évidemment pas passé complètement comme ça. Il ne reste que l'actrice des valseuses, Miu Miu, qui est présente donc dans le film. Et puis sinon, évidemment, Terence Hill et Robert Charlebois font les 2 autres protagonistes. Mais vous voyez bien que les rapports entre les 3 personnages, il y a un côté Jules et Jim comme ça, qui vient directement du film de Bertrand Blier, et peut-être effectivement beaucoup de façon plus lointaine du côté de chez Truffaut. Ce qu'on sait aussi, mais là peut-être que Robert Charlebois pourra nous en parler plus directement et plus précisément, c'est que Sergio ne s'est pas bien entendu avec le réalisateur sur le tournage. Damiano Damiani n'est pas un cinéaste qui est habitué à filmer des comédies, et c'est ce que Léon lui aurait reproché. En tout cas, c'est ce que il s'est passé visiblement, il y a eu un certain nombre de tensions sur le tournage, et on sait que certaines scènes ont été tournées par Sergio Leone. Là, je pense que Robert Charlebois pourra nous en dire pourra nous dire des choses plus précises sur ce sujet. D'ailleurs, on devrait l'inviter tout de suite. Non, voilà. Je vois que vous êtes un grand spécialiste des spaghetti western. C'est vrai que Damiani a fait un western qui s'appelle Quien Sabe, que j'ai vu. Western très fort, politique, aussi fort que les plus sérieux Léon, aussi fort qu'il était une fois à la Révolution, il était une fois dans l'Ouest. Là, c'est dans la tradition de Mon nom est personne, si on veut. Et Sergio était toujours là. L'ombre de Sergio planait toujours sur ce film, évidemment.
Le choix des comédiens, c'était Sergio. Son village, il y a des scènes qui sont tournées en Espagne, parce que Sergio a un village western qui lui appartenait, en tout cas. Almeria, non? Oui, à Almeria, exactement, à Almeria. Il y a des bouts qui sont faits, le bordel et tout ça, c'est à Rome. Et puis, quand on arrive au bout du chemin de fer, ben, c'est l'Arizona, bien sûr, qui est inimitable et qu'on a vu dans les westerns de John Ford. Maintenant, c'est peut-être vrai que moi, j'ai pas suivi ces querelles, mais je sais que Damiano Damiani était un personnage d'extrême gauche, un communiste, quoi. Il avait même sa carte du parti, et Sergio n'est pas réputé comme étant tout à fait communiste ou d'extrême gauche. Un art de droite. Alors voilà, c'est un anarchiste de droite. Alors peut-être qu'il y a eu des tensions entre les deux hommes auxquelles moi, je n'ai pas tout à fait assisté, mais je sais qu'à la fin, on manquait de temps et Sergio venait diriger. Il y avait deux équipes parce que le film prenait du retard. Donc, moi, j'ai eu le bonheur de travailler avec Sergio. Je me suis bien entendu avec les deux, mais Damiani était un homme assez violent. Souvent, au lieu de dire action, il prenait son gun puis il tirait en avant. Il faut dire que ça stresse un peu. Ça stresse un peu. Moi, je me suis tellement bien entendu avec Terence Hill et Miu Miu, et je me suis comporté comme un idiot qui arrivait du rock and roll. Moi, je fumais des pétards, puis je prenais un coup. Puis je réalisais pas que ces films-là impliquaient tellement d'argent et que c'est traduit ensuite en 35 langues, etc. Donc, il y a une journée où j'ai raté une journée de tournage. Il y avait 200 figurants qui m'attendaient parce que les figurants, tous les cow-boys que vous voyez, là, c'est des Italiens. Alors, ils arrivent à Rome, ils sortent de leur petite Fiat, puis là, on les déguise en cow-boys, puis on les fait passer dans une machine à poussière. Ils attendent, ils m'ont entendu 8 heures comme ça. C'est comme des balayeuses inversées, tu sais, pour qu'on ait l'impression qu'ils sortent du désert. Et puis, Sergio, ben là, j'ai été le meilleur acteur de ma vie. Ça n'a pas été à la caméra, mais c'est quand j'ai demandé à Miu Miu si on travaillait, c'était le lundi de Pâques, elle m'a dit non, mais c'est pas à Miu Miu qu'il faut qu'elle demande, c'est à moi. Puis elle m'attendait avec un gun chargé. Et puis, ben voilà, moi, comment vous dire, je dois dire merci à Gilles Carle parce que ma rencontre avec Sergio Leone s'est faite le soir de La vraie nature de Bernadette, quand La vraie nature de Bernadette a été en nomination au Festival de Cannes. Gilles Carle m'avait demandé de venir faire la soirée au Carlton après le film. Et là, il y avait tout ce que la Terre comptait de cinéastes. Il y avait Hitchcock, il y avait des Chinois, des Indiens. Et le gros Sergio Leone au bout de la table avec sa grosse bedaine et tout ça. Puis moi, j'étais avec le Villemort Blues Band, pour ceux à qui ça peut sonner des souvenirs. Disons qu'on jouait très, très fort. Les Rolling Stones, c'est quasiment Alpha Rococo à côté de ce qu'on jouait à l'époque. Et donc, à un moment donné, le lustre s'est mis à vibrer comme ça, puis j'ai dit, écoutez, il vide, mais il est tombé cet après-midi, sauf que je l'ai fixé moi-même, puis il n'y a pas de danger. Puis là, tous les Indiens et les Chinois qui ne me connaissaient pas, ils ont commencé à s'en aller, à se tasser. À la fin, il ne restait rien que le gros Sergio, comme ça. Et puis il m'a dit, j'aimerais déjeuner avec toi demain. Après ça, j'ai déjeuné avec lui. Puis là, il voulait faire un tueur avec moi. Il dit, mais tu vas faire un bon tueur. Je vais faire un tueur moderne. Puis il voulait me faire un film qui s'appelait Where Are You Going, Humpty Dumpty, qui était un genre d'orange mécanique. Ben, tu vas rentrer dans la maison pour tuer du monde. Ben, j'ai dit, écoute, moi là, j'ai fait 8 albums, je chante quand les hommes vivront d'amour, je peux pas arriver dans des maisons puis tuer du monde. Ben, on va changer ton nom, tu vas t'appeler Roberto Canada. Il dit, non, mais j'ai dit, gars, j'ai déjà un nom, là, j'ai déjà... Il dit, ben, les femmes en Italie, Roberto Charlebois, elles vont pas comprendre, Roberto Canada, mais les femmes, elles vont courir. Alors j'ai dit, oui, mais quand Maurice Chevalier, excusez la comparaison modeste, est arrivé à Hollywood, ils l'ont pas appelé Maurice Tour Eiffel, il a gardé son nom, etc. J'ai dit, moi, j'aimerais ça jouer dans un film de cow-boy, parce que je rêve à ça depuis que j'ai 4 ans et demi, mais demandez-moi pas de rentrer dans des maisons, puis de descendre de mon auto pour tuer du monde. Fait que là, c'est resté là. Et 2 ou 3 ans après, Pierre David, qui est un Québécois qui habite Hollywood, me téléphone en disant, Sergio, il cherche, et je pense qu'il a pensé à toi pour un rôle de chef indien. Je dis, oui, je suis pas un Indien. Exactement comme dans le film. Et puis après ça,
ils ont commencé à m'essayer des costumes et je trouvais mes costumes très très beaux. Je dis, oh, hey, la veste en velours, puis le petit chapeau. Puis là, Sergio dit, tu les aimes, ok. Puis là, les Italiens, ils m'enlèvent tout ça, puis ils commencent à frotter ça sur l'asphalte. Puis sur le ciment, j'ai dit, hey, mes costumes. Ils disent, non, il faut que ça ait l'air de sortir du désert. Alors voilà, c'est tout plein d'anecdotes comme ça. Et j'ai eu des grandes émotions en voyant le film, parce que je l'ai enfin compris ce soir. Ouais. Parce que quand on tourne ça à l'envers, hein, on tourne dans le désordre et tout. Et puis j'ai vu plein d'amis disparus, Patrick McGoon, avec qui je m'entendais le mieux parce que j'étais le seul qui parlait anglais. Tous ces cow-boys-là ne parlent qu'italien. Et même Terence Hill, il speaks English like a this. Ben oui, parce qu'il s'appelle Mario Girotti et c'est un Italien qui parlait que l'italien à l'époque. Depuis, il a épousé une Américaine et il a appris, puis il est arrivé bien des choses dans sa vie. Maintenant, comment on va dire, avec Patrick McGoon, qui était un Irlandais qui se réveillait au gin tonic tous les matins. J'ai essayé de le suivre 2 ou 3 fois, puis je me suis ramassé dans le caniveau. En tout cas, je pourrais raconter des anecdotes à l'infini sur ce film-là, mais ça a été bouleversant pour moi de revoir Klaus Kinski, puis Sergio, dont l'ombre plane toujours sur ce film-là. Évidemment, beaucoup de disparus. Et ça a été un plaisir. Vous pouvez imaginer que tourner comme ça en Arizona avec plein de chevaux, quand on aime les chevaux et tout, je me prenais pour John Wayne, sans blague. Alors, s'il y avait des petites questions, je peux essayer de répondre. Dans quelle langue ça a été tourné? Ça a été tourné dans toutes les langues. Comme par exemple, quand les Italiens chantaient là, dans le bordel, là, Oh Lord Almighty, là, Thanks Lord, mais là, Maïté, ils écrivaient ça M-A-I-T-E accent aigu, tu sais, pour qu'ils prononcent Maïté. Et il y a des bouts, ils nous demandaient de compter, 1, 2, 3, 4, 5, quand on est loin. Et puis il y a des bouts qui s'étaient tournés en anglais. Je crois qu'on tournait beaucoup en anglais. Et le doublage, moi, ils m'ont demandé de le doubler, pas en Robert Charlebois, bien sûr, pas comme je vous parle maintenant, mais en français normatif, qui est entre le mien et celui de monsieur ici à ma droite. Pour ne pas, évidemment, il dit, je veux bien que tu aies l'air d'un... je veux vexer personne, mais Sergio, il dit, si tu parles avec ton accent, tu n'auras plus l'air d'un Indien, tu vas avoir l'air d'un nègre. Alors, il ne voulait pas que tout l'accent soit mis sur le joual ou le focus de l'accent québécois. Il dit, ça va détourner l'action et le but, c'est pas de... Justement, c'est qu'on embarque dans une histoire. Et moi, c'était pas tout à fait mon accent. C'était pas tout à fait moi non plus. C'est ce qui est difficile et ce qui est fragile au cinéma, c'est qu'il faut être soi-même en jouant quelqu'un d'autre, sans jamais imiter un acteur qu'on admire, et en ayant des vraies émotions. Et c'est pas facile. C'est plus difficile qu'on pense, mais c'est plus amusant qu'on pense. Vous êtes pas synchronisé en anglais et en français? Je ne suis pas synchronisé en français. Et en anglais, ils ont trouvé quelqu'un qui avait tellement la même voix que moi que je me demande si c'est moi ou lui quand on écoute le film. Vous savez, le doubleur italien, là, parce que c'est Ferruccio Amendola, c'est l'acteur qui doublait aussi Thomas Milian. Oui. C'est une espèce de Titi Romain, en fait. Il prenait, voilà. J'ai une anecdote sur le doublage, juste pour illustrer le personnage qui était Sergio Leone, c'est que celui qui double la voix de Terence Hill, c'est toujours le même. Je crois que c'est Dominique Paturel, ça se peut. Et puis, un jour, ils ont entendu parler que Dominique Paturel voulait se faire augmenter parce qu'il disait, après tout, moi, je fais la voix de Terence Hill dans le monde entier, etc. Je voudrais une augmentation. Et c'est venu aux oreilles de Sergio. Et quand il est rentré dans le bureau, Sergio, il dit à Dominique Paturel, il dit... Ben, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Terence, il voudrait faire sa voix lui-même. Alors, il est reparti avec le même salaire. Très drôle, ça. Et sinon... Est-ce que Klaus Kinski a été sympathique? Ben, Klaus Kinski... j'ai pas eu des gros contacts avec lui, moi, parce qu'on n'a pas eu... Évidemment, je l'ai rencontré parce qu'il est venu en Arizona sur le tournage, mais j'ai pas eu de scène avec lui. Mais il n'était pas reconnu comme quelqu'un de très sympathique. Non. Il était assez raide, puis dans son coin, il faisait bien son travail. Mais c'était pas... Non, j'ai pas eu pas fraternisé avec lui comme avec Terence et Miu Miu, ou Patrick McGoon, avec qui je sortais trop souvent mal.
Et trop longtemps. Après que vous ratiez une journée de tournage. Oui, assez pour rater une journée de tournage. Mais vous aimiez les westerns italiens? Ça vous Moi, a- j'adorais depuis les premiers, une poignée de dollars, le bon, la brute et le truand, j'étais... mais vraiment, j'aime depuis... Moi, premièrement, quand j'étais jeune, mes idoles, c'était Gino Tree, Apollon Cassidy, Roy Roger, Wild Billy Cock, les films de Rin-Tintin. J'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et il y avait des westerns il n'y avait pas de films de science-fiction à l'époque. C'était les westerns. Et j'étais fou de ça. J'en mangeais, j'en rêvais la nuit. Je voulais avoir un cheval. Puis j'en ai eu un dans le film. Fini par en avoir un. Question de caméraman, c'est... Les cascades, là, quand tu passes sur la glace. Ben, les cascades, disons que c'est tout moi, c'est tout réel, mais on se fait aider pour ça. Comme par exemple, quand je cours entre les chevaux là, pour essayer d'attraper celui d'en avant, ben, les Italiens m'avaient construit une petite passerelle qu'on ne voit pas à l'image, évidemment. Mais il y a quand même du danger parce qu'on montait à cheval et Terrence c'est un excellent cavalier. Vous voyez qu'un grand cavalier, c'est quand le corps ne bouge pas du tout. Moi, quand je vais vite, le corps bouge un peu sur la selle. Mais Terrence épousait tellement son cheval qu'on ne voit aucun, il décolle jamais, il est collé, c'est comme s'il était vissé avec de la Crazy Glue, enfin collé à la Crazy Glue sur son cheval. Et maintenant, quand je regarde des westerns, je dis, ah, lui, c'est mon... Ou même quand je vois des films français contemporains où on voit des acteurs faire du cheval, dire, ah, lui, c'est monté, lui ne sait pas monter. Et Terrence était aussi, quand il fait ses barres parallèles, Terrence est assez acrobate, très très bon athlète et super cavalier. Et quand, vous savez, quand à un moment donné, j'ai vu un cheval noir, un homme noir sur un cheval noir, et quand il ressort, on voit Terrence qui arrive, non, c'est un cavalier blanc sur un cheval blanc. Eh bien, un jour, il est arrêté, il a freiné tellement vite, et ça, je l'ai vu de mes yeux, que les 4 fers du cheval sont restés sur place, et que le cheval a continué à glisser comme ça. Celle-là, je ne l'avais jamais vue. Il aurait dû la filmer, ou moi, j'aurais dû la filmer. Je ferais de l'argent avec le making-of de ce film-là. Et comment vous êtes rentré dans cette aventure? C'est-à-dire, quand Sergio Leone vous a dit, qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a proposé le rôle? Qu'est-ce qu'il avait en tête? Ben c'est ça, là moi quand Pierre David m'a appelé, il dit, il faut que tu ailles rencontrer Sergio, il veut t'essayer des costumes, puis une barbe, puis ils vont te changer la couleur des cheveux, etc. J'ai dit, oui, j'arrive. Je savais que c'était un western, puis je me suis pas fait prier, je suis arrivé en courant, là, il a essayé barbe, pas de barbe, moustache, tout ce qu'on... Et j'étais très, très content de la tête qu'il m'avait fait. Ouais. Et il vous a parlé des valseuses de Bertrand Blier, de cette idée? Ben, c'est un peu, c'est ça, c'est des valseuses, en fait. Là. C'est un peu, enfin, c'est l'éternel triangle. Il y a un peu de Julie Jim, un peu de valseuse, et beaucoup de morale. Et la morale, je l'ai enfin comprise aujourd'hui. Elle est magnifique, la morale. C'est toujours la buse, le busard qui est en haut, et quand le petit se fait chier dessus par une vache, puis il fait pit, l'aigle vient le manger, ça veut dire que quand t'es dans la marde, ferme ta gueule. C'est la seule morale du film. Ça m'a pris 35 ans à comprendre. J'ai vu récemment qu'en fait, la version du film qu'on a fait faire comme au premier montage, et que ça avait été volé. Puis qu'on avait été obligé de refaire le film avec les coupures. Moi, il y a des choses que j'ai pas vues dans ce film-là. J'avais un de mes amis qui est décédé depuis, qui faisait un des soldats dans le fort, qui s'appelle Robert Lotinville, que j'avais vu dans la première version, que j'ai pas vu ce soir. Il y a des coupures assez brusques. Et je dois dire que les couleurs qui m'étaient restées en mémoire quand je l'avais vu au Rex à Paris sont un tout petit peu délavées quand même. C'est pas... parce que sur le plan technique, là, Sergio Leone est vraiment quelqu'un, c'est un esthète, c'est un maître, quelqu'un qui soigne ses détails. Et je pense que les couleurs au début, et puis il y avait des petits plans qui étaient hors foyer aussi, et puis il y avait du dialogue qui saturait comme quand je m'approche trop du micro. Donc, je ne sais pas s'il existe une copie en DVD
qui soit plus fidèle à ça. Mais moi, je suis content d'avoir vu ça aujourd'hui. Merci Simon, parce qu'il y a la chaleur de la pellicule en pétrole, et pour moi, c'est comme écouter des disques en vinyle versus des CD où l'onde est trop carrée, on dirait que ça sort de l'hôpital. Là, on sentait la chaleur, on voyait la poussière, les acteurs et tout, et la sueur, et ça, je me suis régalé, moi, en tout cas. Mais je me dis que l'original devait être encore mieux que ça. Oui, sûrement la copie neuve. Mais pour répondre à monsieur aussi, ce qui est arrivé au film, c'est que le négatif du premier montage a été volé. Ah, c'est ça. Il a été volé, donc il n'y avait plus de négatif, et donc ils ont refait un autre montage, mais avec des prises qui étaient différentes de celles du premier montage. Ouais, c'est ça. Et peut-être avec des choses qui manquent, etc. C'est vrai parce que ça fait 35 ans. Et donc c'est peut-être un cas assez rare dans l'histoire du cinéma, le négatif. Ils n'ont jamais retrouvé le négatif Un génie de s'associer une cloche, enfin le négatif d'origine. Donc c'est une espèce de rafistolage qu'on a vu à partir de plans de négatifs, de plans de retake, enfin de plans d'autres prises que celles du premier montage. Donc ça, vous en savez un bout là-dessus, mais je sais pas qui l'a volé. Non, mais vous êtes plus grand spécialiste que moi là-dessus, mais je sais que Sergio Leone est mort à cause de mon mauvais montage. Quand on lui a fait Il était une fois l'Amérique, et que lui a fait un film de 2h30, et que les Américains, les producteurs américains avaient ce qu'on appelle le droit de coupe, le droit final. Quand il a vu moi j'ai vu les deux, le plus long passe plus vite que le plus court, et lui quand il a vu la charcuterie qu'ils avaient monté son film vraiment grossièrement à la hache, il a eu un infarctus et il s'en est jamais remis. Alors le montage, c'est quelque chose au cinéma, et ça a eu la peau de Sergio. Est-ce que sur le plateau, il y avait le compositeur Non, sur le plateau, par contre, Sergio Leone un jour m'a dit, parce que Ennio Morricone et Sergio Leone sont des amis d'enfance. Ils étaient dans la même classe depuis l'âge de 7-8 ans, et Morricone est un magicien et un musicien de film exceptionnel, mais il n'est pas toujours aussi génial que quand il travaille avec Sergio. Moi, je l'ai vu faire des arrangements pour Mireille Mathieu, je l'ai vu faire des petits films de B, de mafia, etc. Et c'est toujours très, 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 très bon, mais les deux ensemble, il se passe une espèce de magie. Et Sergio me disait, moi je commence toujours par la musique quand je fais un film. Il m'a dit, va pas raconter ça à personne, parce que tout le monde va se mettre à faire des bons films. Mais est-ce qu'il jouait la musique sur le tournage? Oui, on avait des ambiances, le petit carillon de Terrence et tout ça, on avait des ambiances musicales. Et ça, c'est évidemment formidable. Mais moi, j'ai eu le bonheur, évidemment, de le rencontrer et d'aller chez lui. Parce qu'il savait que je faisais des disques, etc. Puis bon, on a passé quelques journées ensemble, mais les autres acteurs, non. Ennio Morricone ne venait jamais sur le plateau. Oui, je sais que vous n'êtes pas trop d'accord avec le côté numérique, mais c'est quoi le futur réservé à la copie 35 que vous avez actuellement? Est-ce que vous allez faire des copies de copies? Ça, c'est une question à laquelle on ne pourra pas répondre tout de suite. Je pense que l'histoire est en marche, c'est-à-dire que le cinéma va vers le support numérique. Déjà, de plus en plus de films se tournent en numérique, donc sont projetés en numérique. La projection numérique d'un film tourné en numérique est parfois meilleure qu'un retour au 35 mm. Moi, je me place du point de vue du conservateur de musée, c'est-à-dire que je pense qu'un film qui a été tourné en 35 mm, qui pour être projeté en 35 mm, par la volonté de son auteur, devrait pouvoir toujours être visible en 35 mm. Après, ça c'est un vœu utopique, parce que ça coûte cher le retour en 35 mm. Donc on va devoir, dans quelques années, se contenter de bonnes restaurations en numérique de films qui à l'origine étaient en 35 mm. Maintenant, c'est aussi une question de génération. Je sais que moi je peux voir la différence entre je préfère une copie 35 moyenne à une belle restauration numérique. Mais c'est parce que j'ai le regard de mon âge. J'ai le regard de mon âge. Donc j'ai vu les films au cinéma avant de les voir en DVD ou en vidéo, etc. Sans doute ce regard-là, ce regard-là va disparaître un peu, et donc quelque chose va disparaître, un peu comme les bleus de la cathédrale de Chartres ont disparu, quoi. Voilà, l'histoire va un peu écraser tout ça. Je suis quand même, je pense que pendant longtemps,
le seul endroit où on pourra voir des films en 35 mm, ça sera les cinémathèques, justement, parce que ce sont des musées, comme les musées d'instruments de musique anciens, etc. On essaiera de projeter le plus possible des films dans les conditions dans lesquelles ils étaient projetés à l'époque. Voilà. Oui, si je peux faire un tout petit parallèle avec les disques en vinyle, il y a maintenant certaines copies qui sont faites à partir du vinyle, du vrai vinyle, où on entend une espèce de hiss qu'on n'a plus sur les... Et il y a beaucoup de jeunes qui retournent aussi au vinyle. Moi, j'ai des fans, des puristes qui écoutent Fu Manchu uniquement en vinyle parce que, bon, c'est la façon de l'écouter, que ce soit ici ou même en Europe, partout. Il y a des clubs pour ça. Maintenant, quelqu'un qui ferait juste des disques en vinyle aujourd'hui, peut-être qu'il y en arracherait un petit peu. Économiquement, mais ouais, c'est laborieux, puis l'aiguille, puis souffler sur l'aiguille, puis changer ton aiguille, puis c'est gros à transporter. Tu mets pas ça dans ta poche de veste et tout, comme les CD. Mais je crois qu'une bonne copie où on peut avoir exactement la chaleur du pétrole, là, parce que c'est fait avec du pétrole, mais ça peut faire aussi quand les couleurs sont belles, puis quand il n'y a pas de hiss, puis quand c'est du beau son, une belle musique restera toujours une belle musique, ça c'est un beau film aussi. Juste un petit mot encore sur le numérique. On ne sait pas comment conserver les films en numérique, parce que les standards changent tout le temps, enfin changent beaucoup très vite. On sait qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, la meilleure manière de conserver un film, le meilleur support, c'est la pellicule. Ça reste encore la pellicule. Ça a peut-être changé, etc. Mais le numérique, ça change tellement, les standards changent tellement, etc. Les appareils se démodent et tout, qu'on ne sait pas, et on ne sait pas par ailleurs si le numérique peut tenir les années, quoi. On sait qu'une copie 35, ça peut tenir 100 ans. Il y a des films qui ont été réalisés en 1995, bon, ils sont en nitrate, mais ils ont tenu, pas tous, parce que ça se décompose aussi, mais donc c'est cette question-là aussi pour le cinéma. Mais la question se pose à peine, parce que moi, je sais que le dernier film que j'ai fait, il n'y a pas de pellicule. Bon, on voit tout à mesure, donc... Mais est-ce que ce film-là, dans 30 ans, où il sera? Ça s'efface comme les fax, on est mal. On est deux fans. Mais d'après moi, non, ils vont trouver une solution, on pense. Oui, bien sûr. Tout ça tiendra un jour sur une tête d'épingle. Il y a des questions là. Oui. Vous avez étudié à l'École nationale de théâtre. Oui. Et puis là, ce film-là, ça ne vous a pas donné le goût d'avoir une carrière parallèle, autant comme chanteur qui a très bien fonctionné, mais aussi comme comédien? Oui. J'avais envie de dire, pourquoi vous n'avez pas fait plus de films? Ben oui, puis là, j'en ai pas fait pendant des années. L'an dernier, j'en ai fait un, puis je m'en vais la semaine prochaine tourner un petit bout avec Gad Elmaleh et Sophie Marceau pour une comédie, un tout petit rôle, et puis voilà, ça s'appelle Un bonheur ne vient jamais seul. Donc, j'en ai fait un l'an dernier, j'en fais un cette année, et il y a beaucoup le cinéma tourne autour de moi beaucoup en ce moment. C'est parce que, je vais vous dire une chose, c'est fantastique de faire des films, mais quand on tourne un tout petit peu et qu'on a 5-6 jours de tournage sur un film qui dure 2 mois, c'est pas la même chose que le métier de Michel Côté qui sur 40 jours de film tourne 39 jours. Moi, j'ai que le plaisir là-dedans. Et donc, l'idée aussi, c'est que tous les acteurs de cinéma, que ce soit Bruce Willis qui sauve le monde dans chaque film, Kevin Spacey, en fait, tout le monde rêve d'être un chanteur. Tous les acteurs de cinéma rêvent de chanter du... Alors, moi, j'ai l'avantage d'être un chanteur. C'est pour ça que l'École nationale, si je suis un peu meilleur que les autres, évidemment, c'est le talent. Le talent, on n'en est pas responsable, mais c'est l'École nationale qui fait que Puis le fait que je ne travaille pas avec des écouteurs aussi. Tu sais, les jeunes aujourd'hui ont toujours les earplugs, puis je veux plus de drums, puis moi je fais pas ça. Donc, c'est peut-être, si je suis meilleur que les autres, là, ça vient du fait que j'ai fait l'École nationale, ça c'est la vraie raison, puis l'autre blague, c'est que je travaille avec la vraie musique, puis le contact avec les gens, voilà. J'ai jamais des écouteurs sur ma croix. Alors, vive l'École nationale, et merci l'École nationale, parce que chaque petite chanson devient un petit film, finalement. Je sais que ces films-là sont traduits en Chine, dans les pays arabes, sont traduits dans 38 langues.
Donc, c'est des succès planétaires. Je sais que quand je faisais, il y a un mois, je faisais les Plaines d'Abraham, ça s'appelait Paris-Québec sous les étoiles, puis il y avait Cabrel, puis il y avait toutes sortes d'artistes français, puis il y avait 3 ténors italiens de 18 ans. Puis moi, j'étais le vieux mononcle qui ne me parlait pas en tout. Le jour où sa mère m'a reconnu en disant « Vous n'avez pas tourné il y a 35 ans avec Terence Hill, là, je n'étais plus le vieux mononcle, j'étais à l'idole, là, tu sais. 10 minutes après, il me demandait des autographes. Puis toute la journée, il ne me parlait pas. Alors, c'est ça, c'est quelque chose qui, je réalisais pas tellement la chance que j'avais, mais premièrement, il y a eu le plaisir de le faire. Puis ensuite, c'est ça, c'était parmi les derniers westerns que, il y a eu celui Brokeback Mountain, mais là, c'était pas... On ne serait pas vu là-dedans. Moins. Non, mais il faut... Genre, Terence Hill était une immense vedette. Enfin, ses films avaient beaucoup de succès. C'était la fin du western italien. Et donc, il devenait... Enfin, il y avait une dimension comique. Et un peu de réflexion. Alors, quand c'était produit par Léon, ça donne Mon nom et personne et ce film-là. C'est-à-dire des réflexions. À la fois du western comique, mais en même temps une réflexion sur non seulement la fin du western, mais même la fin du western italien. C'est-à-dire qu'avec Mon nom et personne et ce film-là, même si c'est pas Léon qui les a réalisés quand ces films sont sortis, Mon nom et personne et celui-là, Léon était un argument de vente. C'était un peu des films de Léon quand même, et on le voit, on voit qu'il avait, enfin, mais on a bien vu qu'il avait un rôle. Pour répondre précisément, je crois que en France, en tout cas, ça avait eu un énorme succès. Ici aussi, ça avait fait c'était pas du cinéma underground, là, ça avait fait ça aurait été un blockbuster de l'été. Si ça sortait, si l'équivalent était cet été, là, c'est pas du cinéma. On aurait battu le sens de l'humour. C'est une fausse production. Toute proportion gardée. Voilà. Deux dernières questions. Alors, deux dernières questions. Alors. Moi, je me rappelle d'avoir vu le film à la fin des années 70 à Radio-Québec. Et par la suite, plus rien. C'est un peu une question un peu parallèle à celle qui a précédé. Pour quelle raison? Est-ce que c'est à cause de la succession de Léoné où il y a eu des problèmes? Moi, je me pose encore ces questions-là. Parce qu'en France, il y a des taxis qui me disent « Vous êtes mon acteur préféré. » J'ai fait ça veut dire qu'ils passent à la télévision souvent. Ici, jamais. Et une fois en Guadeloupe, je l'ai vu en noir et blanc quand mes enfants avaient 4 ans. D'ailleurs, mes enfants ne l'ont jamais vu en grandeur nature. Ils ne pouvaient pas venir aujourd'hui, mais j'aurais bien aimé ça qu'ils voient ça. Parce que moi, je ne l'avais pas vu, ce film-là, depuis 35 ans. Et ça m'a créé beaucoup d'émotions. Puis c'est très drôle, puis il y a des morales. C'est pas toujours fin, c'est pas toujours subtil, mais le sens de l'humour non plus. Un côté comédien de l'âge. Je me demande si ça prend pas ça pour faire des succès, finalement. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un film qui, en France, passe de temps en temps à la télévision. Mais c'est vrai que, il n'y a pas, par exemple, de bons DVD en France, le film. Non, puis on ne trouve pas en DVD ici. Alors peut-être qu'il y a Fulvio Morcella dans les producteurs, il y a, mon Dieu, il y en a un autre, là, Claudio Mancini. Peut-être c'est des querelles de famille aussi. Sergio étant mort, il y en a peut-être un qui dit est-ce que vous m'avez. Ce que j'ai jamais remarqué, mais je savais que les deux hommes, s'embrassaient pas souvent. Damiano Damiani et Sergio. Mais non, je pensais jamais qu'il pouvait ne pas s'apprécier à ce point-là. Là. Vous me l'avez appris aujourd'hui. Oui. Léon disait, Damiano Damiani, et Polimo, il disait c'est un bon réalisateur, mais il ne sait pas faire des films comiques. C'est pas un marrant. Voilà. Il faut être un peu un marrant pour faire ça. C'est ce que disait Léon. On peut dire que c'était pas un marrant. C'est pas un marrant. Mais il a quand même réussi à faire des films comiques. La poursuite à la fin, là, moi évidemment, je jouais dedans, mais je riais quand même de bon cœur en voyant ça après tant d'années. Les 6 dernières minutes sont absolument époustouflantes. Dernière question? Vous avez une pochette de disque avec ce look-là. Oui. C'est exactement cette année-là. C'est une photo que j'ai demandé à Sergio pour une belle photo de moi. Puis c'est là que j'avais écrit, parce que ça c'est 75-76. Et c'est en Arizona que j'avais composé la musique de Je viendrai à Montréal. Et un bout aussi, quand j'étais à Rome,
j'avais l'avantage d'avoir un autre ami qui s'appelle Daniel Duval, que vous devez connaître, qui a réalisé des films, encore aussi avec Miu Miu, je crois. Et lui habitait la Villa Médicis. Et pour la petite histoire, ça se place bien dans une conversation. Il y avait le piano de Debussy qui était là à la Villa Médicis et auquel j'avais accès 24 heures par jour. Donc ça m'a aidé beaucoup. Et le fait que j'étais loin de Montréal aussi.